Chers amis internautes, bonjour, bonsoir. Que la paix soit avec vous, mes frères et sœurs. Si on ne bouge pas, nous allons disparaître. À qui appartient cette citation? Manuel Valls. Si on ne bouge pas, la gauche disparaîtra. Ah, le douloureux retour à la réalité. Après l'euphorie de la victoire de 2012 et 4 années de festivités, où on a tortillé les fions, on a fait du scooter, on a interdit des spectacles. Bon, là, c'est le réveil avec la gueule de bois. Autour de Manuel Valls, dans sa famille politique les plus proches, c'est le même son de cloche. Les Français nous considèrent totalement décrédibilisés, voire nous détestent. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est un proche donc de Valls, un député du Parti Socialiste, Gérard Sebaoun. Sebaoun, excuse-moi. J'espère ne pas avoir écorché son nom. N'y voyez pas une quelconque part d'antisémitisme ou de manque de respect, monsieur Sebaoun, mais je lis. Gérard, en tout cas, le prénom est français. Comme dirait Zemmour, c'est l'essentiel. Adjani se prénomme Isabelle, et non Djamila. Reggiani se prénomme Serge, et pas Sergio. Aznavour, c'est Charles. Valls, c'est Manuel. Platini, c'est Michel. Appeler ses enfants Souelen ou Mohamed, c'est un signe manifeste d'auto-ségrégation qui permettra ensuite de se plaindre de la ségrégation que l'on subit. Gérard qui se prépare évidemment à reprendre son activité de cardiologue et qui va laisser cette carrière politique au PS derrière lui. C'est la grande débandade partout et ce chaos annoncé par ceux-là même qui l'organisent représente par contre une lueur d'espoir pour le peuple que nous sommes. Si on ne bouge pas, si nous ne bougeons pas, la gauche du gouvernement, la social-démocratie, le social-réformisme français, laisseront les Français seuls. Nous allons disparaître. Oui, monsieur Valls, vous allez disparaître pour la plus grande joie du peuple, la plus grande peuple français qui en a marre. Parce que personnellement, il me restera de votre courte et insignifiante gouvernance, une très grande promotion pour mon travail. C'est vrai que grâce à vous, j'ai eu, effectivement, on m'a parlé de moi à l'autre bout du monde, bon, par des interdictions, par des arrêtés, des expulsions, mais bon, le Dieudonné humoriste est devenu évidemment une référence internationale, jusqu'en Corée du Nord, où un collègue humoriste là-bas qui m'a dit « Comment tu fais ?» Je dis « Oh, bah... » Ça, c'est l'avantage de vivre dans une véritable dictature. Il m'a raccroché au nez, bon, il était vert. Manuel Valls, je lui dois une ordonnance, l'ordonnance Dieudonné. Allez sur Wikipédia, vous pourrez observer. Pour un mec qui a juste fait des études en mécanique, bon, je pensais pas être étudié un jour à la fac, mais il y a une ordonnance de Dieudonné du Conseil d'État du 9 janvier 2014. Donc ordonnance de 4 pages, rédigée en un temps record de 23 minutes. C'est la première fois dans l'histoire du Conseil d'État qu'une ordonnance est rédigée aussi rapidement. Pour l'objectif étant de m'interdire. Alors cette ordonnance, bien sûr, avait été écrite bien avant, puisque c'est matériellement impossible de le faire, et sous la pression de Manuel Valls qui s'était déplacé en personne, qui en avait fait une affaire personnelle, bafouant l'esprit de l'institution, évidemment, de la loi de la justice. Cette obscure ordonnance sera jugée d'ailleurs dangereuse et même qualifiée de régression par des spécialistes du droit administratif. Prononcer une interdiction préalable, comme y a encouragé Manuel Valls et comme sont en train de le faire un certain nombre de préfets ou de maires, pose un problème de droit et un problème de fond par rapport aux libertés. La liberté d'expression est une liberté fondamentale et il faut la défendre à tout prix, même quand les gens qui s'expriment nous déplaisent fondamentalement. Donc finalement, Manuel Valls, en voulant défendre la démocratie, lui porte atteinte, ce que vous me dites d'une certaine manière. Oui, c'est une régression. Lourde de conséquences pour la liberté d'expression. Ouais. Certains vont s'exprimer de manière très, très virulente. Un retournement de la jurisprudence Benjamin, extrêmement préoccupant pour les libertés publiques. Une ordonnance dont l'État et son Conseil ne se remettront jamais vraiment. Non, ça a pris des proportions. Je suis devenu, si vous voulez, au centre d'un débat qui dépassait évidemment le cadre de mon travail humoristique. Donc quand j'entends « Nous allons disparaître », oui, vous allez disparaître, monsieur Valls, vous avez déjà disparu. La gauche telle que nous l'imaginons, utile, assumant les responsabilités de l'exercice du pouvoir, pour changer la vie des gens. La gauche peut mourir. Ouais,
désolé de vous l'apprendre, mais vous avez laissé derrière vous le chaos, la terreur, les attentats, la désolation d'une société en plein effondrement, avec un goût de guerre civile qui approche, évidemment, à grandes enjambées. Vous allez disparaître, votre œuvre va se dissoudre dans le temps. Voilà ce qui va se passer, plus vite encore qu'une chanson d'Enrico Macias ou de Patrick Bruel. Véritable torture pour les oreilles de notre jeunesse au bord du suicide. Adieu El Gringo, adieu El Blancos. Il y a fort à parier qu'une fois perdu, évidemment, ton immunité, nombre de tes actuels adversaires t'entraîneront à t'expliquer devant les tribunaux. Chacun son tour, El Gringo. Tu m'y as envoyé, ça sera à toi. Je viendrai assister à tes procès. Et je serai bien sûr à la disposition de tes adversaires, de la partie civile, ce qui est normal, dans l'intérêt de l'État, dans l'intérêt de la vérité, pour témoigner du peu de considération que tu as témoigné pour la France, pour les institutions, et notamment pour la justice, et pour l'indépendance de la justice, que tu as mis à mal, et pour la vérité que tu détestes. À bientôt Manu, à bientôt Manuel Valls, Manu la tremblote, accroche-toi, car pour toi le plus dur est à venir, bien sûr, puisque là les gens qui vont prendre le pouvoir ne te feront aucun cadeau. Ils commencent déjà à parler de toi, à parler de procès et tout ça. Sarkozy, mais toi aussi, tu auras droit. Ils seront durs, ils seront aussi malhonnêtes et méchants que tu l'as été à leur endroit. Quant à moi, Manu, et malgré évidemment l'acharnement dont j'ai été victime de ta part, moi je te pardonne. Qu'est-ce que je peux faire je te pardonne, je te plains, puissent les épreuves à venir t'apporter la paix. Trop de violence ici-bas, à l'image du très belliqueux Éric Zemmour que je citais tout à l'heure, enfermé dans un jusqu'au-boutisme suprémaciste arien, étonnant pour ce fennec de Constantine. Il nous explique que Omar Sy, Zinedine Zidane sont moins français que lui, car leurs parents ont choisi des prénoms qui ne sont pas dans le calendrier. Merde! Alors oui, ils sont moins français que moi, parce que moi, mes parents, et je les en bénis, ont fait l'effort de me donner un prénom dans le calendrier, comme on disait, c'est-à-dire français. Qu'est-ce que ça peut foutre? Alors moi, Dieudonné n'est pas dans le calendrier. J'ai envie de demander à Eric comment ça se passe. Parce que Mbala, ça je sais, j'ai compris que c'était pas dans le calendrier. Mais Dieudonné, est-ce que j'y ai droit ou pas? Et Barack, président des États-Unis, ses parents, ils auraient dû l'appeler comment? John? Même Alain Juppé, qui est quand même pas très courageux, Alain Juppé, il a dit non. Alain Juppé, vous savez, je l'aime bien parce qu'on a un casier judiciaire qui est à peu près autant rempli, lui et moi. 18 mois de prison avec sursis, il a pris en 2004, prise illégale d'intérêt dans une affaire d'emploi fictif de la mairie de Paris. Il a fait fort, J'étais jaloux, je l'ai un petit peu dépassé, quoique lui il a pu rentrer au Canada quand même. Ouais, ça va. Mais il était quand même en tant que repris de justice. Mais même lui, par rapport aux déclarations de Zemmour, il a dit, pourtant normalement il ferme sa gueule, toi. Mais là il a parlé de frénésie. Donc frénésie, c'est pas gentil. Enfin, ça veut dire qu'il y a un peu d'excès. Il a même affirmé ne pas vouloir rentrer dans cette frénésie et ce délire. Donc même si Juppé, tu te rends compte, commence à parler de délire, en ce qui concerne Zemmour, là on est en train de... Il dit on est en train de délirer complètement. Alors, tout à fait, monsieur Juppé. Mais ça c'est pas nouveau, vous êtes simplement en train de vous réveiller. Ça fait un bout de temps que tout part en couille. Moi par exemple, je suis un humoriste, je vais partir en prison, 6 mois de prison, pour un sketch. Un sketch dans lequel je répondais à Patrick Cohen. Ouais. Il m'avait dit que j'avais un cerveau malade, alors j'avais dit non, et je lui répondais, et c'est sur une scène fermée, c'est pas en public, Et là, et alors que Zemmour, lui, il injurie et exclut une partie des Français de la communauté nationale, c'est pas des Français, foutez à la porte. Alors il réunit une bonne partie des délits du droit de la presse, dans ses déclarations, injure, diffamation, incitation à la haine, discrimination raciale. Écoutez-le. Le djihad militaire, le djihad guerrier, n'a jamais été supprimé. Et c'est un élément fondamental de l'islam. Et donc les soldats du djihad sont considérés par tous les musulmans, qu'ils le disent ou qu'ils ne le disent pas,
comme des bons musulmans, c'est des guerriers, c'est des soldats de l'islam. Je sais que ça vous déplaît, mais c'est comme ça. Voilà. Éric Zemmour. Et il continue, évidemment, Éric, à être invité, par le même Patrick Cohen qui disait que j'avais un cerveau malade. Là, il lui dit pas. Regardez d'ailleurs Patrick Cohen, on voit qu'il est un peu faux cul quand même. Pas tout. Oh, hein? Tu lui dis, dis donc, oh, mais vas-y, parle, mettez-lui le micro un peu plus fort. On sent que t'es pas, que c'est vraiment c'est la même équipe, tout ça. Bon, enfin, bien sûr, avec tout le respect que je dois à votre équipe. Alors, moi, ce que j'ai envie de vous dire, que comment se fait-il effectivement qu'un homme comme ça puisse être encore sur le service public? Et ceux qui s'en prennent à lui, ils hésitent. Personne ne s'en prend directement à lui, d'ailleurs. Un petit peu, mais bon, ils se font tout de suite rembarrer. Comme Bruno Mazur. Oh, Mazur, il m'a fait peur. Bon, c'est vrai que lui, sa carrière est derrière, mais bon, c'est certain que là... Zemmour, c'est un nom français, ça? Casse-toi, pauvre con. Là, j'ai envie de dire, attention, Bruno, quand même. Parce que, moi, à mon avis, t'es mal. Parce que t'es au courant que Zemmour, c'est quoi? Zemmour, c'est français. Ben non, mais oui, mais Zemmour, c'est juif. Et là, Bruno, t'es dans la merde. Parce que là, il y a le Roland des années 30, tu vas voir Laura tout, là. Eh oui. Dis donc, c'est pas français, rentre chez toi, là. Attention. Entre ça et les trains et Drancy, moi, je sais pas. Encore une fois, je serai là pour te défendre. Je suis pour une liberté d'expression totale. Enfin, je suis pas sûr que tu vas me prendre en défense, parce qu'il vaut mieux pas, je pense. Ça va alourdir ton dossier. Mais bon... Là, je dirais que Bruno Mazur, il a pris des risques. Je vois pas comment il va s'en sortir. Moi, avec Je me sens Charlie Coulibaly, je les avais à 6h du matin chez moi. Bref, vous avez raison, Alain Juppé, effectivement, on est en train de délirer complètement. Et tout part en couille. Et le problème, c'est que maintenant, on a accès au replay avec Internet. C'est ça. Grâce à Internet, on peut tout voir. Vous êtes sous le contrôle du peuple maintenant, vous les politiques. Vous n'allez pas tenir la distance très longtemps. Tout ce qui est dit maintenant, que vous dites, que vous racontez, quand vous vous lâchez comme ça, c'est analysé, et pas par vos journalistes marionnettes de la télé qui sortent des mêmes écoles que vous. Là, c'est analysé par le peuple. Tu te remets ça derrière toi, je sais pas. Là, à mon avis, ça va être dur. Je sais pas si vous allez vous en remettre. Réveillez-vous parce que ça va, et ça va de plus en plus vite. Je crains même qu'étant donné la gestion calamiteuse de la mise en scène de la démocratie, qui est un programme télévisé pour enfants, je pense qu'une bonne partie de votre public, que vous appeliez citoyens, vont déserter les salles de vote et les médias. D'ailleurs, ils ne regardent plus la télé. Tous les journaux sont sous subvention, tout, ça devient une catastrophe. Alors vous allez me dire, oui, mais Dieudo, il s'en fout de toute façon, même s'ils perdent le contrôle de l'opinion publique, il leur reste toujours l'argent et l'armée. Et l'argent et les armes, bon, ce qui n'est pas faux. L'argent, c'est vrai, mais même les armes, c'est en train de bouger pas mal. La police et l'armée, là, ça bouge. Il y a de plus en plus de connaisseurs, tiens, regardez. J'ai rien dit, j'ai tout dit. Je suis pas certain que lorsqu'ils vont leur demander de tirer sur le peuple, qu'ils vont suivre les ordres comme ils le faisaient en 14-18. Parce qu'il y a Internet maintenant. On va pas partir la fleur au fusil, mon maréchal. À mon avis, c'est fini ce temps-là. Faut voir. Le policier, le fantassin, les premières lignes, ils sont sur Internet. Il y en a peut-être qui me regardent d'ailleurs. Salut les gars. Petite canal, mais il y a peut-être un moment donné, il va falloir d'ailleurs que vous désobéissiez. Vous allez certainement être obligé si vous êtes dans la... Mais moi je sens que ça bouge. Lorsque ils sont venus me chercher les flics à 6h du matin chez moi, là, quand j'avais dit je me sens Charlie Coulibaly, là, devant mes gosses et tout ça, je sentais qu'il y en avait, ils étaient pas très fiers d'eux. Ils avaient la merde de cul, comme on dit. Ils ont quand même fait leur boulot, parce qu'il y a quand même une proportion de connards, évidemment, comme partout d'ailleurs. Il y a autant de connards dans la police qu'à l'extérieur de la police. Bon, peut-être un ou deux de plus, bon, on va pas... Petite dizaine, on va arrondir, mais enfin bon, il y a aussi des gens qui... En général, les plus lèche-culs, c'est ceux qui ont monté dans la hiérarchie.
C'est pour ça que le mec qui est à la base, il glisse des quenelles, toi. Mais il sait qu'il appartient, qu'il est sous les ordres de lèche-cul, quoi. Donc, c'est pour ça que le fossé est en train de se... Enfin bon, moi je veux pas rentrer dans ces considérations, les policiers font ce qu'ils veulent. Moi je ne suis ni un guide, ni un prophète, ni un marabout, comme aiment le rappeler maintenant certains, étant donné le succès que j'ai sur Internet. Il y a beaucoup ils veulent me dire, c'est un gourou. Non, c'est vous les gourous. Moi je suis un humoriste. Par la force des choses, je me suis trouvé propulsé dans l'univers de l'Internet. Donc il a fallu survivre dans cet univers. J'ai été amené à appréhender ce nouvel espace un petit peu avant les autres, ce qui fait que j'ai un peu d'avance et que vous êtes très très nombreux à me regarder, parce que j'étais un des premiers à faire ce que je fais. Ce qui fait que maintenant, je maîtrise un peu mieux, mais je maîtrise rien du tout, puisque j'en ai dans un univers, si tu veux, sans limite, sans contour, donc c'est l'aventure tous les jours. Il y a seulement 15 ans, lorsque un Premier ministre se prenait un particulier, comme moi, un humoriste, l'humoriste était fini, t'étais mort. Parce que l'autre, le chef de gouvernement, il a accès à tous les leviers administratifs. D'ailleurs, Valls les a tous utilisés contre moi. Souvenez-vous ce qu'il disait là. Que nous ne pouvions pas accepter que la parole de Dieudonné Mbala, nourrie du néo-nazi Alain Soral, se propage dans des salles pendant des semaines. Et je suis fier d'appartenir à un pays qui a dit non, qui a dit que nous n'accepterions pas que la parole antisémite, raciste, la haine se desserve. Et nous devons aller désormais jusqu'au bout. La justice, les services fiscaux, mais bien au-delà. Oui, parce qu'il est lié de manière éternelle à Israël. Donc, lui, ce qu'il aime, c'est la compagnie de gens des Israéliens, quoi. C'est son truc, parce que comme il est lié éternellement, automatiquement, péter une dent, de ces gens. Il pensait pouvoir m'exterminer en 15 jours. Donc je pense que dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, les choses en resteront là. Et donc je crois que ce coup d'arrêt a été mis aujourd'hui. Et encore une fois, je suis convaincu que dans les semaines qui viennent, on n'entendra plus parler de Dieudonné. Voilà, tout simplement. Parce qu'il ne pourra plus se produire. Il ne pourra plus se produire où que ce soit en France. On n'a jamais autant entendu parler de moi, depuis cette époque-là. Ils sont complètement panés parce qu'ils n'y connaissent rien dans Internet. Ils savent pas que l'opinion publique, maintenant, elle se fabrique elle-même. Ils peuvent plus la manipuler comme avant. Valls a compris que ça marchait pas d'ailleurs. Il a nommé Clavreul pour tenter de nous neutraliser sur Internet, de nous atteindre. Il faut savoir correctement identifier nos adversaires et en particulier traiter les leaders d'opinion sur Twitter, sur Facebook, c'est-à-dire ceux qui sont suivis, ceux qui attirent du monde. Il s'appelle Soral, il s'appelle Dieudonné. On va cibler un certain nombre d'adversaires et on va pas les lâcher. À partir de là, nous arrivons à obtenir, à législation constante et à moyens à peine augmentés, nous arrivons à obtenir un certain nombre de résultats. Et ça suffit pas. Et de toute façon, ça ne suffira jamais. Voilà. Mais ils n'y arrivent pas. Plus ils agissent d'ailleurs, et plus on se développe. Il y a eu Ananas Assurance, un succès planétaire. Ananas Crédit. Il faut que je vous parle de Ananas Crédit. On vient de dépasser la barre des 50 millions d'euros. Qu'est-ce que je viens de dire ? 50 millions d'euros. C'est la somme que nous allons récupérer pour vous auprès des banques. C'est cette somme qu'elles vous devaient d'ailleurs. Mais vous ne le saviez pas, parce qu'il n'y avait pas d'un crédit. Ah merde, je ne le sais pas. Donc est-ce que vous êtes je vais le répéter, parce que je sais qu'il y en a qui sont un peu durs de la feuille, qui n'y arrivent plus. 50 millions d'euros, la barre a été séparée. C'est ce qu'on va récupérer des banques. Donc si vous avez un prêt immobilier, vous nous envoyez ce prêt immobilier. Nous allons faire une étude de votre dossier et on va vous dire combien la banque vous doit. Ananas Crédit, allez-y maintenant. Et arrêtez de poser des questions. Et ceux qui ne veulent pas, continuez à payer. Il n'y a aucun problème. De toute façon, vous l'aurez dans le cul. À la fin, c'est clair et net. Non, Ananas Crédit, c'est énorme. Je pense qu'on va dépasser les... Là, je pense qu'on... c'est énorme. De toute façon, c'est tous les jours. On en apprend, on reçoit des dossiers tous les jours. Envoyez vos... Les médias aussi, oui. Il y a un extrait du spectacle que je joue en ce moment au Théâtre de la Main d'Or. Les médias. Il est en lien. Allez le voir. Donc, alors, ce spectacle, il va partir en tournée à partir du 22 octobre à Nantes. Pour tous ceux qui sont abonnés. Alors, qu'est-ce que c'est l'abonnement, Dieudo ? Ouais, mais des fois, j'ai envie de raccrocher. On est marre. L'abonnement, c'est 4,90€ par mois. Avec 4,90€ par mois, vous regardez tout ce que j'ai pu faire, toutes mes vidéos. Vous avez une place de spectacle gratuit.
Chut, une place de spectacle gratuit. Pour tous les nouveaux spectacles. Tous les abonnés sont invités à voir le spectacle. À Paris, en tournée, peu importe. Vous choisissez. Vous avez l'accès à l'émission Niveau Zéro. Un nouveau concept. Là, on s'améliore. Là. On a des invités toutes les semaines. Ça commence à devenir... regardez un petit peu. Vous vous occupez, c'est ça, d'un camp de réfugiés à Dunkerque, où il y a des Kurdes, des Irakiens, des Iraniens. Qu'est-ce qu'un réfugié, Fatima ? Dans le mot réfugié, il y a le mot refuge. Donc c'est une personne qui vient dans notre pays pour chercher un refuge. Actuellement, il y en a beaucoup, puisque c'est une 60aine par jour qui arrivent à Paris, d'Afghanistan, d'Irak et d'un peu partout. Comment vivent-ils, ces gens, cette épreuve particulière ? C'est très difficile pour eux parce qu'on s'imagine souvent qu'ils viennent chez nous pour prendre notre travail et c'est pas du tout le cas en fait. Et puis là, je pense qu'il y a un nouveau concept qui, les prochaines émissions, vous allez voir, c'est vraiment le produit de l'Internet. C'est un décor extraordinaire. Donc, l'abonnement nous permet de nous développer, de développer tout un tas de projets. Il y a un projet aussi de dessin animé qui arrive. Il y a un projet de film. Il y a un projet de... Vous voulez leur foutre bien dans le cul, fabriquez et essayez, avancez avec nous. Nous, on est une arche dans l'Internet. Venez, retrouvez-nous. Ça peut foutre. Bientôt, on va s'assurer notre propre révolution. On récupère l'argent auprès des banques. On se fait des films. On se fait bientôt du voyage. Là, ça sera à partir du mois de janvier prochain. Un voyage, ouais. Ouais. Je vous l'ai dit, en fait, la vraie révolution, le vote ne vous apportera rien. Il faut juste s'émanciper. Puis un jour, ils vivront à côté, puis on dira, oui, mais c'est bien, c'est fini, c'est terminé. Hein ? Allez, abonnez-vous. Hein. Tiens, je vais m'abonner, moi. Ah, je suis con, je sais pas. Ah oui, ça, on va vous le donner, ça, tiens. Ça, c'est comme mon incarcération, ça. À défaut de paiement du montant global des jours amendes, à la date indiquée, le ministère public fera procéder à votre incarcération. À partir du 10-10-2016. Ils ont reculé la date, ça devait être le 24 normalement. Donc là, c'est pour me niquer en fait ma tournée. Là. Mais j'irai. Hein. Même s'il faut que j'y aille quelques jours, j'irai en taux là. C'est une question de principe. Marine Le Pen est l'invitée d'ITélé ce matin. Vos questions, dès maintenant, sur Twitter, à la présidente du Front National. Vous connaissez le principe. Vous utilisez le hashtag de l'émission qui vous permet d'interpeller directement à la fin de l'interview de Christophe Marine Le Pen qui répondra directement à vos questions. Bonjour Marine Le Pen. Bonjour. Merci d'être avec nous. La toute première question concerne une de journal, la une du magazine Closer plus précisément, qui publie ce matin des photos et un titre sans équivoque. L'amour secret du président, une liaison supposée entre François Hollande et Julie Gaillet. Il y a quelques instants, François Hollande a exprimé à l'AFP qu'il déplorait les atteintes au respect de la vie privée et examinait les suites judiciaires à apporter à la parution de ce magazine. Quelle est votre réaction ? Est-ce que vous soutenez le président de la République dans cette démarche ? Oui. Oui, voyez-vous, c'est un débat que nous avons déjà eu avec M. Barbier, d'ailleurs. Je suis pour le respect de la vie privée, pour tout le monde. Et en ce qui concerne le président de la République, à partir du moment où ça ne coûte pas un centime aux contribuables, comme ça a pu être le cas lors du mandat de François Mitterrand, je considère que chacun a le droit au respect de sa vie privée. Mais le président de la République s'aperçoit ce que c'est quand les grandes libertés publiques commencent à s'effondrer. On trouve que c'est bien quand ce sont les adversaires qui en sont les victimes. Mais quand ça s'adresse à vous, on trouve ça moins drôle. Voilà. C'est un vrai sujet. Et ça vous choque ? Est-ce que vous êtes choqué par cette une ? Oui, mais toute atteinte à la vie privée me choque. Il y a eu une décision que j'ai trouvée, encore une fois, très critiquable de la Cour d'appel il y a quelques jours, qui révélait l'homosexualité d'un dirigeant du Front National en considérant qu'on avait le droit, puisque c'était un personnage public. Il n'y a pas de raison. Les personnages publics sont des personnages publics, certes, mais à partir du moment où ça n'a aucune influence, encore une fois, sur leur activité politique, il n'y a aucune raison pour que des médias se permettent de révéler la vie privée. Est-ce qu'il n'y a pas une exception pour le président de la République, parce qu'on est président 24 heures
heures sur 24 et on engage l'image de la France. Il y a forcément une différence de fonction. Non, excusez-moi, si l'image est dégradée aujourd'hui, c'est à cause des médias qui révèlent cette liaison, jusqu'à nouvel ordre. Bon, par conséquent, s'il l'a tenue à la laisser secrète, je crois encore une fois qu'on a le droit au respect de la vie privée, sauf à ce que sa maîtresse soit, encore une fois, entretenue par l'argent public, ce qui évidemment, là, serait un véritable scandale que la France a déjà connu. Le président de la République actuelle n'est pas marié, il a une vie privée qui est la sienne. Est-ce que ça, c'est pas aussi un problème politique à poser ? Ah, c'est un problème peut-être diplomatique. C'est un problème peut-être juridique. Quand il y a des visites d'État, ça peut être... C'est un problème diplomatique. Et tout à fait évidemment, il y a un certain nombre de pays qui ne reçoivent pas les compagnes, ils ne reçoivent que les femmes. C'est un problème juridique parce que la compagne du président n'a aucun statut et par conséquent, l'ensemble des moyens qui sont mis aujourd'hui à sa disposition, en matière de communication, en matière d'assistance, de secrétariat, eh bien, ce sont des frais qui sont dépensés, à mon avis, sans base légale. Est-ce qu'il ne faut pas, du coup, créer un statut de la première dame ou du premier homme si un jour il y a une présidente ? On peut très bien discuter de cela. Il ne faudrait pas changer trop souvent non plus. Si vous êtes présidente de la République un jour, est-ce que vous le ferez ? Est-ce que vous ferez mettre dans la Constitution, voilà, le compagnon, la compagne, a un rôle pour la République, et tout ça est clair, non ? Monsieur Barbier, permettez-moi tout de même de vous rappeler que la situation du pays est tellement grave que j'aurais bien d'autres choses à faire, beaucoup plus urgentes que de m'intéresser au statut du conjoint de la présidente de la République. Alors l'actualité hier, c'était une autre décision juridique, c'était le Conseil d'État qui, déjugeant le tribunal administratif, a fait interdire le spectacle de Dieudonné. Vous êtes avocate, est-ce que cette décision du Conseil d'État, vous l'approuvez ? Non, je ne l'approuve pas et je la trouve éminemment inquiétante. Mais permettez-moi, en préalable, de dénoncer tout de même l'hystérisation du débat. Et un scandale dans la manière dont les médias et les politiques ont géré ce débat sur les libertés publiques. Cette hystérisation, elle a été organisée par M. Valls, avec dans le rôle de la grosse caisse, il faut bien le dire, les médias. Avec un positionnement scandaleux qui consiste à dire soit vous êtes pour l'interdiction du spectacle de M. Dieudonné, soit vous êtes antisémite. Voilà, c'est comme ça. C'était pas ce si qui veut dire que cela. Si, c'est exactement comme ça. On a vu à cette occasion tous les propos que tenait Dieudonné, son système économique et commercial. On a appris des choses. On ne peut pas dire soit vous êtes pour l'interdiction, soit vous êtes antisémite. Parce qu'à ce moment-là, M. Bilger, Maître Eolas, le professeur Slama, la Ligue des droits de l'homme, etc. Ça, déjà, c'est une manière de poser le débat que je trouve scandaleuse. Le problème de cette décision du Conseil d'État, c'est que ça pose le grand problème des libertés publiques dans notre pays et notamment de la liberté d'expression. Aujourd'hui, hier plutôt, on a assisté à un bouleversement de l'ordre juridique dans notre pays, c'est-à-dire qu'une décision d'un juge unique, ce qui est tout de même éminemment contestable, organisé dans des conditions qui n'ont pas permis à l'avocat de... Il y avait un avocat quand même sur place pour représenter Dieudonné. Mais ça ne s'est jamais vu. J'espère que la Cour européenne des droits de l'homme condamnera. Ça ne fera que renforcer le fait que la France est le 3e pays le plus condamné en matière d'atteinte à la liberté d'expression, devant la Russie. Ce qui est tout de même pas extrêmement glorieux. Le Conseil d'État dit que, vu les cas de récidive dans les dérapages antisémites de Dieudonné, il y avait un vrai risque que ce soir, hier, à Nantes, il y ait de tels dérapages. Donc il y a une sorte d'interdiction préventive. C'est une nouvelle jurisprudence. Ça s'appelle la censure. Mais je sais que vous la défendez, M. Barbier. J'ai pas de position, je vous interroge. Non, mais vous avez d'ailleurs pris un exemple qui permet de poser le débat. Vous avez dit, ça se régule aussi Internet. Vous regardez la Chine, les Chinois... Si les dictatures arrivent à traiter Internet, pourquoi les démocraties ne se dotent pas d'un outil pour dire, attendez, on n'a pas le droit sur Internet de dire des propos antisémites ? M. Barbier, parce que ce sont des démocraties. Mais non, la démocratie, c'est le droit. Non, parce que on n'a pas le droit de te dire des propos antisémites, même sur Internet. Non, mais sur Internet, c'est pas un alibi, Internet. En France, la sanction, elle intervient a posteriori. L'interdiction a priori est totalitaire. Même avec les récidives de Dieudonné. Elle s'appelle la censure. Et moi, ce que je crains, parce que le grave problème qui découle de cette affaire, de cette décision qu'on prend, qui est une décision d'exception, c'est sa généralisation. Nous avons bien vu qu'avec le projet secret ACTA, nous avons bien vu qu'avec l'article 13 de programmation militaire, qui permet de faire des écoutes ou de vérifier des données personnelles
sans l'autorisation préalable d'un juge. Nous avons bien vu qu'avec le rapport Lescure qui exige que Dailymotion et YouTube soient sous le contrôle du CSA, nous sommes dans une grande opération, face à une grande opération de restriction des libertés, et notamment des restrictions des libertés sur Internet. Et ce que je crains, c'est que, au bénéfice, on se serve de M. Dieudonné pour engager un processus de contrôle préalable d'Internet qui me paraît être un outil de liberté, au point que je réclame, en ce qui me concerne, que la liberté sur Internet soit constitutionnalisée. Dernier mot, est-ce qu'il faut interdire la quenelle? Parce que c'est utilisé par certains pour des démonstrations antisémites. En l'état du droit français, on va interdire la quenelle alors que le salut nazi n'est pas interdit. Alors, vous allez partir pour une tournée des villes. C'est la campagne municipale du Front National. Combien de villes vous espérez gagner? Je sais bien que vous n'aimez pas cette question, mais quand même... Pas cette question. Vous faites campagne pour gagner des villes. Le plus possible. Voilà, qu'est-ce que je vous Et vos experts électoraux font des calculs. Le plus possible, voilà. Que vous disent vos experts? Ils vous disent là on peut gagner, là on peut perdre, on va être au deuxième tour dans tant de villes. On ne peut pas le savoir à l'avance, Monsieur Barbier, car encore une fois, la règle municipale, c'est la triangulaire. Ça veut dire que si vous faites 31%, que le deuxième fait 30%, et que le troisième... fait 29. On n'est pas tout à fait 100, mais on comprend votre raisonnement. Alors, vous gagnez, voilà. Il y a des villes où nous avons où l'hypothèse d'une victoire est absolument crédible. Voilà, et je pense que nous allons gagner des villes. Est-ce qu'au second tour, en cas de triangulaire... Et ce serait normal. Vous tendrez systématiquement... Parce que nous sommes une grande force politique, M. Barbier. Est-ce que vous tendrez systématiquement la main à la droite, à l'UMP, pour essayer de faire UMP plus FN pour battre des candidats de gauche? Pas du tout. Ce n'est pas votre stratégie. Vous resterez en triangulaire en essayant d'arriver à la pointe du triangle. Mais c'est exactement cela. Vous résumez très bien. Quels sont les thèmes que vous allez mettre le plus en avant dans cette tournée des villes? C'est l'insécurité, c'est les Roms, c'est l'immigration, c'est le chômage? Monsieur Barbier, nous sommes le parti, comme je l'ai dit dans mes vœux, le parti de la vraie vie. Nous passons depuis un an de diversion, de sujet de diversion en sujet de diversion, et je crois que l'affaire Dieudonné en est vraiment un exemple majeur. Il y a quelques jours, le numéro 3 de la gendarmerie a fait dresser un portrait de l'insécurité dans notre pays et de l'absence de l'efficacité de la réponse pénale qui est catastrophique. En Allemagne, aujourd'hui, le grand débat, vous savez ce que c'est? C'est l'ouverture du marché aux Roumains et aux Bulgares du marché du travail. En Italie, le grand débat aujourd'hui, c'est l'euro. Voilà. Voyez dans quel débat nous sommes complètement englués. Alors parlons de la vraie vie, c'est-à-dire des vraies préoccupations des Français. Au moment où la politique du gouvernement est un échec sur la lutte contre le chômage, au moment où 1200 emplois viennent encore d'être annoncés, supprimés à la redoute, au moment où le pouvoir d'achat n'a jamais été aussi bas, où des millions de Français vivent aujourd'hui dans une véritable détresse, il faut parler des vrais sujets. La sécurité, la fiscalité, l'urbanisme, la démocratie, la probité en politique, c'est-à-dire l'arrêt de ces politiques clientélistes, communautaristes, qui visent en réalité non pas à apporter un mieux-être à la population, mais à se faire réélire. Justement, la politique du gouvernement sur le chômage est en échec. Il en change. On a un tournant social libéral du président. Baisse des charges, promesse d'embauche, le pacte de responsabilité. Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que ça vous séduit? Non mais écoutez, on ne sait rien de ce pacte. Oh, on a des idées. Baisse des cotisations familiales pour les entreprises, on transfère soit sur la CSG, soit sur des baisses de dépenses publiques. Oh, bah c'est merveilleux, c'est extrêmement social de transférer sur la CSG. Comme ça, les retraités qui ont des petites retraites vont encore payer plus. Vous préférez la TVA, la TVA sociale? Non, je ne préfère pas la TVA sociale. Alors la baisse des dépenses. Et Monsieur Barbier, je considère qu'il n'y a pas le choix qu'entre augmenter les impôts ou baisser les prestations. Il y a d'abord faire des bonnes économies, vous le savez, je le dis souvent, sur l'immigration, sur la fraude sociale, sur l'Union européenne, sur la décentralisation. Commençons par faire les économies sur ces milliards qui sont gaspillés chaque année par une mauvaise gestion de l'État, au lieu de taper immédiatement sur les Français, d'augmenter l'imposition ou de baisser les prestations sociales ou d'effondrer d'ailleurs les services publics. Est-ce que dans votre campagne pour les européennes, la suivante, vous maintiendrez votre proposition de sortie de la France de l'euro alors que tous les économistes disent que ça ne mènerait à rien et que, visiblement, ça ne prend pas dans l'opinion? Non mais monsieur, tous les économistes ne disent pas ça. Vous n'avez pas le droit de dire ça. Ça, c'est pas du journalisme, c'est du militantisme. Ça ferait dévaluer le franc immédiatement. Monsieur, il y a encore arrêté avec tout ça. Il y a encore le prix Nobel d'économie de 2010 qui était pour l'euro, vient de dire, eh bien, écoutez, maintenant, l'euro, c'est mort. Il faut en sortir. Il y a des dizaines d'économistes. Il y a au moins 4 prix Nobel d'économie qui ont la même vision,
que la mienne. Alors il faut maintenant arrêter l'enfumage, il faut faire des vrais débats sur ce sujet. Il n'y a jamais eu de vrai débat sur l'euro en France. Lançons ce débat. L'élection européenne, et c'est vraiment le moment ou jamais. Maurice. Une phrase que vous avez prononcée à propos de l'affaire Dieudonné sur la liberté sur Internet que vous souhaitez constitutionnaliser. Oui. Concrètement, ça signifierait quoi? Ça signifierait que la liberté serait totale? D'inscrire dans la Constitution l'interdiction de la surveillance ou de la censure préalable des propos tenus sur Internet. Mais si on dérape sur Internet, on peut être poursuivi en justice. Mais bien sûr, c'est la loi. A posteriori. C'est a posteriori. C'est parce que vous avez violé la loi que vous êtes poursuivi. Mais on ne peut pas vous empêcher, fermer votre site à l'avance, effectuer la moindre censure, bloquer un fournisseur d'accès, au motif qu'on envisage que peut-être vous allez vous servir de ce vecteur pour pouvoir commettre un délit. Parce qu'à ce moment-là, il faut, par exemple, supprimer la poste. Internet, c'est un vecteur, ça n'est pas Internet en lui-même. Mais a posteriori, on ne fonctionne pas, il n'y a rien a posteriori. Tout le monde déverse des horreurs et personne ne peut s'en occuper. Vous plaisantez, allez à la 17e chambre correctionnelle, que j'ai beaucoup fréquentée comme avocat, et vous verrez qu'il y a énormément de procès qui s'y déroulent, et vous le savez d'ailleurs. En tout cas, c'est une proposition qui ne manquera pas de faire réagir. Merci Marine Le Pen, merci d'avoir été avec nous ce matin sur La liberté d'expression, quel magnifique sujet, évidemment. Hein. Sur Internet, oui, nous sommes tous des médias sur Internet. Nous ne subissons plus le grand média, l'imposteur, la propagande. Mais dans le monde encore dans lequel nous vivons, l'ancien monde, la liberté d'expression n'est qu'une mascarade, vous le savez. En tout cas, moi, Dieudonné Mbala, je n'y ai pas droit à cette liberté d'expression. Alors même que mon statut d'humoriste reconnu par le ministère de la Culture, l'ancienne ministre Kim, nous te regrettons, Kim. Kim, reviens. Tu nous manques, Kim. Tu sais. Elle m'avait reconnu comme artiste, ouais, j'avais eu le droit à des subventions. Et ce statut d'artiste m'autorisait normalement un champ d'expression plus large que le Kidam. Mais non, je n'ai pas accès à cela. Tout comme Alain Soral d'ailleurs, qui lui aussi n'a absolument pas accès à la liberté d'expression. Non, c'est fini. Donc comment faire? Il y a en France un problème de justice. La justice n'existe plus, la justice est morte. D'ailleurs c'est le garde des Sceaux, le nouveau garde des Sceaux, monsieur Jean-Jacques Urvoas. Ouais, il a remplacé Christiane, parce qu'elle n'était pas compétente. Elle n'était pas du tout compétente. Normalement, elle devait être ailleurs, elle devait faire autre chose, et par hasard, elle est arrivée là, et apparemment, elle a tout niqué. Là, il tire la sonnette d'alarme, le nouveau ministre de la Justice, il dit que la justice est sinistrée. On dit merde, parce que c'est quand même un pilier de la République, qu'est-ce qui se passe? Il dit non, c'est foutu, c'est bouffé par les bites. C'est à bout de souffle, c'est lui qui le dit. Hein. On n'a pas les moyens de payer les factures. Les gens ont besoin de rire, il y a tellement d'injustice. Donc regardez. Vous avez rigolé ou pas ce soir? Dieudonné, bah, Dieudonné, à un moment donné, il va arrêter. Hein. C'est mon dernier spectacle. Là. Après, je pars dans autre chose. Ouais, je vais faire autre chose. Bon, là, je vais être à Lyon quand même. Alors, on en a rajouté une deuxième à Lyon. Ah ouais, rempli, complet. Donc là, on a rajouté le dimanche. Dépêchez-vous, ça sera déjà complet. Quand la vidéo va sortir, ça se trouve, ça sera complet déjà. Je peux pas rester une semaine à Lyon, les mecs. Et pourquoi vous n'allez pas voir les autres humoristes? Allez voir un peu les autres, quand même. Ah, j'en ai plein le cul. Bon. Bref, pour rester dans le cadre de la liberté d'expression, nous n'avons pas droit à cette liberté. Vous non plus, le peuple. Ne rêvez pas. Hein. Cette liberté, il faut appartenir pour pouvoir en jouir à une certaine caste, hein, à un peuple supérieur, qui serait le seul garant de la morale et des valeurs de ce monde. Hein. Ce peuple supérieur aux autres s'est manifesté d'ailleurs très récemment, hein, de manière extrêmement étincelante, éclatante. Surprenante liberté de ton. Hein. Ah oui, une liberté de ton qui va jusqu'au négationnisme absolu, hein, doublé du mépris ordurier, évidemment de l'injure cinglante, mais ça on était habitué. Laurence Rossignol, c'est elle qui... Ah, elle s'est lâchée. Hein. Laurence Rossignol. Pourtant c'est joli, Rossignol, comme... Non, elle a méchanceté, il y a beaucoup de méchanceté. Hein. Elle est ministre de la Famille.
Alors de quelle famille, vous allez me dire, bon, j'ai ma petite idée là-dessus, mais en tout cas, c'est pas de ma famille, et c'est pas de la vôtre non plus, hein. Je vous le dis tout de suite, vous n'appartenez pas à sa famille, hein. C'est la famille des esclavagistes et des colonialistes, hein. C'est ceux qui dirigent la France, hein. Et le petit peuple de France en est victime aussi, hein. Pour cette femme de race aryenne, hein, l'esclavage des Noirs fut en grande partie consentant. Oh putain, il faut rigoler quand même, tu vois, il faut le sens de l'humour. Il faut le sens de l'humour, sinon tu t'énerves. Hein. Et puis de l'énervement à la folie, et après c'est à côté. Hein. Puis certaines choisissent aussi. Mais bien sûr, il y a des femmes qui choisissent. Il y avait des nègres africains, des nègres américains qui étaient pour l'esclavage. Hein. Oh putain, vous imaginez moi que j'aurais dit ça, par exemple, prendre un exemple au hasard. Non, c'est pas possible. Par exemple, les résistants communistes. Dire, bah, dis donc, ouais, on les a mis dans des trains et envoyés dans des camps, mais entre nous, j'étais consentant. Puis on n'a pas eu tant que ça. T'imagines que je dis un truc comme ça? Retour à la casse-prison immédiatement. Ils viennent me chercher chez moi. Hein. Pour ça que là, elle, non, non. Il y avait des nègres africains, des nègres américains qui étaient pour l'esclavage. Hein. Quelle injure, vous vous rendez compte, peuple noir, quelle injure à tous ces hommes, ces femmes, humiliés, massacrés, jetés par-dessus bord. C'est joli, hein. Ouais. Elle voulait peut-être parler de ces nègres de maison, tu sais, qui étaient là, en tremblait. Bah oui, ils voyaient évidemment les leurs se faire fouetter jusqu'à la mort, se faire bouffer par les chiens des Ayottes et des grandes familles de Béquet. Famille Ayotte, ouais, cette famille de juifs hollandais arrivée à la Martinique à la fin du XVIIe siècle. Cette famille juive, certainement très proche d'ailleurs de l'actuel ministre de la Famille. En tout cas, c'est très très ressemblant. Leur analyse sur la période de l'esclavage, ça colle. Hein. Écoutez avec l'extrait de M. Ayotte. C'est facile à mener des ouvriers noirs? Oui. Le noir, c'est comme un enfant. Il faut être juste. On en obtient ce qu'on veut. Oh putain la vache. Ouais. Le nègre est gentil. T'en fais ce que tu veux. Putain. Aucune poursuite, hein, le procureur de Paris. Non, non, tout va bien. Vraiment, chapeau. Allez, rendez-vous au prochain dîner du CRIF. On y va. Ah bah, trop occupé, évidemment, le procureur à me poursuivre, moi, hein, pour mes blagues. Hein. Pour avoir dit d'ailleurs exactement ce qu'il y a dans le journal. Hein. Cet excellent article, d'ailleurs, de l'Express, qui nous informe, tout à fait logiquement, hein, quant aux origines de la puissante famille Ayotte qui détient quasiment la moitié de la Martinique, des Juifs hollandais arrivés en Martinique à la fin du XVIIe siècle. Bon. Là, pour moi, le procureur, poursuite. Moi, il me poursuit. Par contre, le journal peut le lire. Ça. Moi, c'est 3 mois de prison et 30 000 € d'amende. Pour avoir dit, la famille Ayotte, donc juif hollandais, arrivé à la Martinique à la fin du XVIIe siècle. Là, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont venir en appel au procès, là, parce que là, on peut se foutre de la gueule du monde, mais il y a un moment donné, il faut que ça s'arrête aussi. Hein. Le peuple noir, le peuple africain, le peuple... alors je sais pas si c'est un peuple, mais en tout cas on s'aperçoit qu'on devient un peuple par l'injustice dont on est victime tous ensemble. Hein. C'est ça qui fait qu'on est en train de se poser des questions. Hein. Pareil pour les Kanaks et partout. Hein. Mais vous comprenez bien que lorsque un Guadeloupéen, un Africain, un Kanak entend ce genre de propos, le nègre, oh bah, il a bien voulu, il est normal qu'à un moment donné, il est fatigué. Hein. Mais ça, ils s'en foutent. Hein. Et c'est fou. Hein. Donc moi, je soutiens évidemment sans aucune ambiguïté tous ces mouvements indépendantistes qui en ont marre de se faire humilier comme ça. Hein. Que ce soit en Guadeloupe, en Martinique, chez les Kanaks, à Réunion, partout. Hein. En Guyane. C'est-à-dire que c'est s'émanciper de cette injustice. Hein. Pareil pour le peuple de France, hein, qui veut s'émanciper de ce genre de dirigeants, de ces dirigeants-là, qui finalement... on n'est pas dans une France de la réconciliation, on est dans une France de la division. Regardez, ils nous divisent. Et le petit peuple de France, il n'a rien à voir, lui, avec ses esclavagistes non plus. Il a souffert, et dans les dans les mines et tout ça, tu crois qu'il avait... Qu'est-ce qu'il était On est tous les mêmes, Mais bon, on se fait chier dessus. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? En tout cas, moi je suis pour que... Là je vais retourner en Guadeloupe, spécialement pour une grande soirée d'indignation par rapport aux propos de la ministre. Là je suis invité par des gens là-bas. Et ils ont dit, ça va péter. Hein.
On tend la main de la paix, on se fait insulter. On commence à bien faire. Donc c'est dans ce contexte particulièrement, évidemment, tendu, qu'on s'aperçoit, donc la ministre qui n'est pas toute seule. Faut savoir que le Premier ministre est descendant de colons, africain. C'est en Côte d'Ivoire, lui aussi. 1961, année de l'indépendance, que le grand-père de Manuel Valls a très mal vécu, a signifié la fin de ses ambitions de gros commerçants colons. Atteint par le mal africain, il y est quand même retourné plusieurs fois après l'indépendance pour de longues périodes. En tant que gros homme d'affaires, le grand-père de Manuel Valls déléguait bon nombre de ses tâches à des régisseurs. Pareil, Valls, lui on connaît, parce qu'il est le fils de colon. Mais lui, on le savait qu'il détestait les nègres. Mais là, vous vous souvenez de sa phrase, il n'y a pas assez de blancs qu'on se regardait. Ça va bien? Ouais. Une belle image. Une belle image de la ville d'Evry. Vous voyez quelques blancs. Non, quelques blancs, quelques white, quelques blancos. Ouais, et puis sa femme, elle bénéficie beaucoup de la France-Afrique, là. Elle est en tournée, tu sais, elle a un orchestre. Bon, mais personne ne veut l'écouter. Alors, donc, ils ont fait financer ça par l'État, quoi. Parce qu'elle joue du violon, je sais pas quoi, mais bon, apparemment, les gens disent c'est atroce. Bon, j'ai jamais écouté. Bref. François Hollande, pareil. C'est pareil, le Memorial Act, il l'a inauguré l'année dernière, regardez. Au-delà des sensibilités, au-delà des philosophies, la France est capable de regarder son histoire, parce que la France est un grand pays qui n'a peur de rien. C'est une insulte faite au noir, c'est atroce. Alors le bâtiment il est joli, il a coûté je sais pas combien, mais on y découvre que ce sont encore une fois des conneries. Une histoire racontée du révisionnisme, du négationnisme. Ce seraient les Noirs qui se seraient vendus entre eux. Que les francs-maçons ont libéré les Noirs de la traite négrière. Schœlcher. Mais va te faire enculer, Schœlcher. C'est les Noirs qui se sont libérés eux-mêmes. Et la mulâtresse solitude. Et Delgrès et tous ces... Ils n'existent pas? Non mais c'est incroyable, putain. Tu vois, c'est toujours on doit aux Blancs. C'est atroce. Et puis évidemment, dans ce mémorial, à aucun moment vous n'avez la photo des criminels, des assassins. Les familles, Ayotte, là, Damoiseau, tous ces gens-là, non, ils n'existent pas. Ça peut foutre. Mais vous imaginez, vous, un mémorial de la Shoah où il n'y a pas un officier nazi? Oh, ça va, c'est un oubli. Oh putain, la vache. Allez tous vous faire enculer. C'est ce que m'a dit mon directeur de la publication, mais c'est ce que je dis à ce système. Allez tous vous faire enculer. Connaître. Oh, là, il y a une motivation. Là, je vous cache pas je pars en Guadeloupe. Là, j'ai été invité par des amis. Donc, pour faire une grande manifestation contre ce qu'a dit la ministre. Moi, j'ai envie de terminer sur une phrase qui me paraît très intéressante. Ne cherchons pas à changer ce monde, changeons de monde. Partie de l'islam. C'est différent. Non, il n'y a pas de différent. Ah si, Il y a le petit djihad et le grand djihad. Il y a le djihad psychologique, spirituel, et il y a le... Oui. Sauf que le djihad militaire, le djihad guerrier, n'a jamais été supprimé. Et c'est un élément fondamental de l'islam. Et donc, les soldats du djihad sont considérés par tous les musulmans, qu'ils le disent ou qu'ils ne le disent pas, comme des bons musulmans. C'est des guerriers, c'est des soldats de l'islam. Je sais que ça vous déplaît, mais c'est comme ça. C'est pas que ça nous déplaît. Mais si, on vit pas dans le même... ne sont pas considérés par tous les musulmans comme étant des bons musulmans. C'est absolument faux. Même les salafistes les rejettent. À leur place, c'est ça. Mais les salafistes les rejettent. Vous pouvez avoir des points de vue. Ils prennent des distances. Vous ne pouvez pas parler à la place de l'ensemble des musulmans. Il y a un jeu. Simplement, il y en a qui osent aller au bout de l'application de l'islam, et il y en a qui n'osent pas, mais qui savent que le djihad fait partie de l'islam. C'est comme ça, que ça vous plaise ou non. Si l'islam... Et il n'y a pas que le djihad, d'ailleurs. Il y a toutes les... Si vous voulez, qu'est-ce que c'est que l'islam? Voltaire avait une très jolie formule. C'est un réchauffé de judaïsme. C'est-à-dire que c'est une orthopraxie, ce qu'on appelle, c'est-à-dire que c'est une pratique qui s'occupe de la vie des gens, exactement comme le judaïsme. Avec une différence fondamentale, et même deux, c'est que, justement, pour reprendre votre question d'origine, le judaïsme est sorti de cette orthopraxie par la discussion, la disputation, le fameux Talmud,
Donc la liberté d'interprétation, qui est interdite en islam. Et deuxièmement, le judaïsme n'est pas prosélyte. Quand vous avez une religion qui interdit l'interprétation du texte, parce que c'est comme ça, et donc la moitié du Coran est un Coran guerrier. Quand dans le Coran on explique qu'il faut grande tuer... violence également dans la Bible, des appels au meurtre également dans la Bible. Il y a... Évidemment, Vas-y. écouté, appliqué par... Mister Ananas, vas-y, on t'écoute. D'abord, ne mélangez pas la Bible, il y a l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. L'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, il y a un appel au meurtre, c'est Dieu qui recommande de tuer Amalek. Amalek, c'est une peuplade qui s'est opposée aux Hébreux, et effectivement, vous avez tout à fait raison, et qu'ils ont exterminé. Sauf que, vous voyez la différence, c'est que depuis, d'abord Amalek n'existe plus, ça vous a pas échappé. Bon, là, on est obligé de faire une petite pause, parce que là, voilà, ça devient absolument insupportable. Là, on est dans la merde. Éric Zemmour. Ah, la télé l'adore. Il est tellement transgressif. Ça, c'est ce que pense Arrêt sur Image. Hein. Merde. Éric Zemmour, que l'on voit partout, sur tous les plateaux télé, est en colère. C'est ce que nous dit Téléstar. Le Figaro, lui, le compare à une Cassandre assumée. Cassandre qui, dans la mythologie grecque, pour ceux qui ne le savent pas, Cassandre a reçu d'Apollon le don de prédire l'avenir. Donc en nous disant l'islam va désintégrer la France, l'islam, c'est pour ça qu'il a, c'est un genre de Nostradamus, selon le Figaro. Ah, il faut rigoler, on est dans la merde. Donc sur RTL, vous l'avez entendu, il nous explique que la France est colonisée aussi. Tiens, écoutez-le sur RTL, c'est quand même intéressant. Regardez ça. Qui n'a pas de problème, la France. Mais si, la bien France, sûr, mais elle comme elle en a eu avec d'autres est natures. selon le triptyque que j'ai essayé d'expliquer dans mon livre, elle est envahie, colonisée et maintenant combattue. Délire. Conflagration. Non, pas délire, non. Délire. Mais la France est colonisée, partie, bon, là on ne saura pas, enfin, les islamistes. Hein. Alors évidemment, là ça commence à poser quelques problèmes. Hein. Et tout ça, RTL, sur France 5, tout à l'heure il s'est exprimé, service public. Hein. L'essayiste, Éric Zemmour, se lâche. Là c'est parti. France colonisée, on est en danger de mort. Donc l'essayiste, comme il aime à s'appeler, je suis tout ému parce que là ça va loin. Là ça va quand même assez loin. Donc Éric Zemmour nous explique qu'il s'en prend aussi au prénom arabe. Il dit que c'est pas normal. Donner un prénom qui n'est pas français à ses enfants, ce n'est pas se détacher de l'islam. C'est vouloir continuer l'identité islamique en France. Là aussi, il est très énervé. Hein. Sur France 5, donc là, il n'y a pas de problème. Alors évidemment, le peuple est scandalisé. Hein. Moi, en première ligne, parce que je me dis, merde, quand même. Le CSA a reçu plus de 100 000 plaintes. Il faut savoir que moi, quand j'ai fait des sketchs qui n'ont pas plus, il y avait une plainte ou deux. Là, c'est 100 000. Donc, enfin, entre les mails, les machins, les envois... Et des plaintes directes, il y en a 1000 apparemment. Donc là, des associations, des trucs. Donc là, il est invité partout, si vous voulez. Les télés se l'arrachent, le Éric Zemmour. Mais bon, c'est vrai que bon, il y a quand même des gens qui se réveillent. Hein, à l'image, par exemple, je regardais ça tout à l'heure. Ouais, tiens, de Bruno Mazur. Alors qu'est-ce qu'il dit, Bruno? Bruno, il dit à Éric Zemmour, par rapport à l'histoire des prénoms, il dit Zemmour, c'est un nom français, ça? Casse-toi, pauvre con. Ah, il va un peu loin, mais il est un peu énervé aussi, hein, Bruno. Alors là, je tiens à dire que c'est très courageux de la part de Bruno Mazur, qui risque d'avoir un procès, lui, contrairement à Éric Zemmour. Parce que, il dit la vérité, mais bon, comme il le dit un petit peu plus loin, à un moment donné, Zemmour, c'est un prénom français, casse-toi, pauvre con. Là, Bruno, t'as fait fort. Là, il lui dit aussi, si un Zemmour disait sur les Juifs le 100e des abominations qu'il profère sur les musulmans, il passerait sa vie au tribunal. Ouais. Je peux en parler, hein. Je peux en parler, puisque, d'ailleurs, je pense que c'est plutôt Bruno Mazur qui va être devant le tribunal, hein. Pour antisémitisme, hein, certainement. Et je peux le soutenir, mais je ne sais pas si ça va lui rendre service si je soutiens Mazur, mais bon, c'est chaud. Hein.
pour ce sinistre abruti, les réfugiés sont des envahisseurs. Ouais. Pour ce sinistre abruti, hein, donc Zemmour, les réfugiés sont des envahisseurs. Je vais gerber, je reviens. C'est Bruno qui dit ça. Non, moi, je suis d'accord avec Bruno. Hein. D'autant que, si vous voulez, moi, quand il dit 1/100e, j'ai fait... Dans toute ma carrière, j'ai rien dit à côté de ça. J'ai critiqué à un moment donné Israël. Je me suis vu submergé par les procès. Pour un spectacle que j'ai donné donc au Théâtre de la Main d'Or, je vais aller en prison, je vous l'ai dit. Donc ça se précise. Allez, scoop. Ça se précise, voilà l'avertissement. Donc, Dieudonné Mbalambala, c'est moi. Hein. Donc, je vous prie de bien vouloir payer avant le 10-10-2016 le montant de la condamnation sous forme de jour amende, prononcé le 14-04-2016, donc c'était la juridiction de la Cour d'appel. Vous vous en souvenez, je vous avais commencé à vous en parler. 90 jours amende d'un montant de 100 € chacun, soit un total à régler de 9 000 €. À défaut de paiement du montant global, des jours amende, donc, à la date indiquée ci-dessus, donc le 10-10-2016, le ministère public fera procéder à votre incarcération. Alors, voilà, là c'est ça qui est intéressant. Le ministère public fera procéder à votre incarcération en vertu de l'article 10-25 du Code pénal. Je vous tiens à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. Bon, moi je pense que je vais l'appeler, comment il s'appelle? Il s'appelle Christian Tual. Inspecteur. Moi, je vais l'appeler quand même Christian pour savoir parce qu'apparemment il me dit aussi il reçoit l'expression distinguée. Attention Christian, parce que si tu me distingues, si tu me donnes des considérations, ça peut être dangereux pour toi aussi. Hein. Donc tout ça c'est donc incarcération, et j'en ai un deuxième. Allez, ça suffit pas. Là il y a 9000 et là pareil. Tout ça avant le 10-10, là c'est le même courrier. C'est toujours Christian Tual. Lui, il m'envoie l'expression de sa considération distinguée. Quelqu'un qui m'apprécie. Il peut pas le dire apparemment dans ses services, mais bon, il est tout à fait d'accord avec moi apparemment. Tout du moins, il m'exprime tout un tas de soutien. Mais toujours, le ministère public fera procéder à votre incarcération en vertu de l'article 10-25 du Code pénal. Alors on va voir ce que c'est que l'article 10-25 du Code pénal. Tiens, je crois que j'ai regardé tout à l'heure. Article 10-25, t'es où? Voilà, article 10-25, il est là. Alors tiens, je vais le montrer. En cas de condamnation des peines, le montant global est éligible à l'expiration, d'accord. Le défaut total ou partiel de paiement de cela entraîne l'incarcération du condamné, d'accord. Pour une durée correspondant au nombre de jours amende impayés. Alors c'est là comme je vous l'avais dit, donc je ne compte pas payer ces jours amende, donc je vais être incarcéré. Alors là on est vraiment emmerdé. Si tu as quelque chose à dire, dis-le moi. Hein, donc c'est parce que bon c'est interactif, il y a des gens qui me parlent. Donc incarcéré pour un spectacle. Hein, spectacle donné, donc spectacle mûr. Donc tout ça c'est dans la continuité, si vous voulez, de vous vous souveniez de l'interdiction qui avait été faite. Donc Manuel Valls continue, si vous voulez. Et là, comme je commence ma tournée au mois d'octobre, vous voyez, donc moi il était prévu, puisqu'on avait commencé, j'avais demandé à mon avocat, prends rendez-vous avec le juge d'application des peines, il faut quand même que je puisse m'organiser pour faire mes jours de prison, et puis faire ma tournée. Et là ça tombe pile poil dans la tournée, hein. Alors que c'était devait être au mois de septembre, là ils l'ont reculé, et là maintenant, il faut rigoler, il faut pas le prendre mal, hein. Mais on sent, si vous voulez, l'implication, la volonté politique derrière. Hein. D'un côté, on a des Zemmour qui expliquent qu'il va falloir organiser une guerre civile en France contre le monde musulman, et de l'autre côté, vous avez les exécutants, hein, du grand ordonnateur israélien, donc Manuel Valls, qui fait enfermer l'humoriste qui fait des sketchs sur Israël. Je pense que c'est important d'avoir une vision globale. Alors là, pour tous ceux qui pensaient que c'était... donc j'ai mon papier, hein, j'ai été accepté, j'ai été accepté à l'incarcération. Donc je vais vous tenir au courant. De toute façon, je vais appeler Christian Tual pour savoir un peu comment on peut faire, comment on peut s'organiser. Mais le seul moyen, encore une fois, de soutenir ce que je peux représenter, hein, et la résistance que je peux représenter, c'est de venir voir mes spectacles. Contrairement à ce que vous propose l'État français, hein, qui vous dit que je vais aller en prison pour un spectacle, le mieux c'est de venir me voir. Je serai en tournée là à Nantes le 22 octobre.
Alors si je suis pas emprisonné, il faut que je m'arrange avec le juge d'application des peines. Normalement, le juge d'application des peines, si vous voulez, il essaye de faire en sorte que vous puissiez exécuter vos peines de prison, comme je dois le faire, moi, mais en fonction du travail, j'ai des gosses, j'ai un travail fixe, une adresse, on sait où me trouver, mais moi, ils veulent pas d'arrangement, apparemment. Donc je vais les appeler, pour faire mes jours de prison, dans le cadre, pour que... Alors, je serai le 22 octobre à Nantes, quoi qu'il arrive. Mais entre-temps, dépêchez-vous de venir me voir. Là, c'est vrai que ça commence à être un petit peu tendu. Qu'est-ce que tu veux dire? Alors, bon, par contre, tout ce qui est... on va voir, je peux demander une grâce présidentielle. Je peux me faire la malle. J'attends le moment où je vais au fourgon. Je fais le dingue, il m'envoie à l'hôpital. Je scie les barreaux. J'ai toujours... Alors, faut que je passe, parce que j'ai pris un peu de poids. Mais c'est l'occasion de maigrir, même pendant... Il faut toujours positiver les choses. Non, on est dans un monde de fous, les amis. Ça va mal. Donc moi, je vous encourage à aller à venir me voir. Abonnez-vous à la Dieu-de-Sphère, et puis je vous tiendrai au courant. De toute façon, on va encore cette... la seule façon, si vous voulez, j'ai bien l'impression qu'aujourd'hui, dans cette société, par la force des choses, je suis amené à représenter une voix. La voix de ceux qui sont injustement traités. Je pense que vous êtes nombreux à vous trouver dans cette situation. Sachez que je serai là, quoi. Je suis avec vous, les gars. Vous avez vu ça? Regardez bien, quand même. C'est intéressant, parce que... votre incarcération. Donc là, le ministère fera procéder à votre incarcération. À partir du 10-10-2016. Donc, là, on est mal. Là, on est dans la merde. Alors qu'Éric Zemmour, lui, il n'y a pas de problème. Lui, il s'exprime librement, on l'entend... Non, envahi, parce que depuis des années, il y a un flux d'immigration inouï qui n'a jamais été vu dans l'histoire, que tu le veuilles ou non. Jamais dans l'histoire. Ouais, mais c'est pareil, pourquoi il y a un flux d'immigration? Qui l'a mis en place, ce flux d'immigration? Tu crois que les gens, ils ont envie de partir de leur pays? Ou parce qu'il y a la guerre? Et qui bombarde là-bas? Qui bombarde en Syrie en ce moment? Oh putain, c'est dingue, Il emmerde tout le monde. Dans l'histoire, nous avons reçu autant d'immigrants qui ne s'intègrent plus, qui ne s'assimilent plus. Parce que toi, t'es intégré, Éric Zemmour? T'es intégré à la société française? Tu veux dire un prénom? Mais ton nom, il n'est pas français non plus. Je vais pas te cracher à la gueule, je m'appelle Mbala Mbala. Non mais moi j'ai pas de problème avec ça non plus, toi. Et je vais pas dire aux Français, faut changer de... Parce que quand tu dis c'est une idée, moi je veux bien. Parce que le nom, apparemment Zemmour en arabe, ça veut dire olive. Donc normalement, s'il devait franciser son nom, il devait s'appeler Éric Olive. Mais là, pour lui, ça marche pas. Pour lui, ça marche pas. Pour lui, ça marche pas parce qu'évidemment, il y a eu un problème Et c'est chaud. La France soit une idée, une fois que tu es sûr de ton identité, une fois, parce que le général... Mais c'est quoi ton identité, Éric Zemmour? Quand t'appelles l'État israélien à venir régler le problème des attentats en France, il a dit qu'il faut s'inspirer d'Israël maintenant. De Gaulle, il dit, je me suis fait toujours une certaine idée de la France, mais il dit aussi, il est bon qu'il y ait des Français bruns, jaunes, noirs, mais... Il ne faut pas oublier que nous sommes d'abord un peuple de race blanche, de religion chrétienne et de culture gréco-romaine. C'est ça l'identité. Mais alors toi, Éric Zemmour, c'est bizarre. Tu parles du général de Gaulle qui parle des chrétiens. Bon, il se trouve que j'ai grandi dans cet univers-là, mais toi, Éric, alors à ce moment-là, est-ce que tu peux rester en France? La question que les gens vont se poser, dont il ne s'est pas rapporté. Je te signale que quand Perfit était vivant, personne n'a osé lui dire que c'était pas une phrase de général de Gaulle. Alors maintenant, c'est facile quand il est mort. Réponse de Nicolas Domenech. Non, c'est très grave, parce que là, on arrive à un niveau, si vous voulez. Moi, je vais être enfermé, je vais aller en prison pour un sketch qui est donné dans une salle de spectacle fermée où les gens ont payé, ont pris un ticket, ils vont en prison pour ça. Je vais aller en prison. Il est hors de question que je paye cette amende. Donc je vais aller en tôle. Ils m'ont dit, vous allez en tôle. À partir du 10-10. Et lui, vous l'entendez? Vous entendez ce qu'il raconte?
Moi, en plus, je pensais être dans une dynamique de paix, si vous voulez. Quoi. Bon, j'allais faire mes jours de prison, ça allait calmer les choses. Mais bon, comment se fait-il que je sois en prison et que ce genre d'individu puisse commencer à parler comme ça? C'est quand même énorme. Hein. Moi, je suis pour une liberté d'expression totale. Mais comme le dit très justement Bruno Mazur, je veux dire, la liberté d'expression, elle existe uniquement pour Zemmour et les siens. Et quand je dis les siens, c'est ceux qui peuvent parler comme lui. Parce que, alors évidemment, pas d'amalgame. Il ne s'agit pas des juifs. Hein, toujours parler, non. Éric Zemmour fait partie d'un petit groupe d'individus, hein, donc composé, et effectivement il y a énormément de juifs dans ce groupe, hein, c'est un groupe qui sert les intérêts d'Israël. Et en France, aujourd'hui, il dirige ce pays. C'est ce que je dis depuis des années. Bon ben aujourd'hui c'est clair. Et donc ils essayent, si vous voulez, d'importer la politique en tant qu'Israéliens, si vous voulez, de leur politique intérieure en France. C'est-à-dire que maintenant il faut enlever les musulmans de tout. Il faut chasser les musulmans. En fait, il suffit de regarder ce qui se passe en Israël pour comprendre comment en France on va vivre dans quelques années. Quand vous avez un Premier ministre qui vous dit « je suis lié de manière éternelle à l'État d'Israël », bon, il n'y a pas tellement de surprise. Ce qu'il faut, c'est continuer, et puis il faut continuer. Je pense que par le rire, on a la possibilité déjà de retrouver une verticalité, quelque chose, vous voyez, une sorte d'inspiration. Là, on est dans la merde quand même. On a, depuis l'histoire de lui, on n'a jamais été, effectivement, il a pas tort, il fait un transfert en psychologie, mais la France est aujourd'hui entièrement colonisée par le sionisme. Et Éric Zemmour devient le porte-parole maintenant officiel, il ne se cache plus. Lui ces histoires de religion, il les gère chez lui. Ses enfants sont dans des écoles religieuses et tout, de juifs, il mange comme un juif avec les deux frigos, tout ça, mais par contre, il ne veut pas que les autres, et les chrétiens, bon, par exemple, je suis d'origine chrétienne et je vis dans un milieu chrétien. Pour l'instant, on a encore le droit d'être là. Mais je pense que ça va pas durer longtemps. Hein. Alors les musulmans, par contre, il faut tous les tuer. Hein. Ça, je pense que c'est ce qu'on comprend. Il dit que, de toute façon, un musulman, c'est par essence un soldat du diable. C'est ce qu'il dit. Hein. Moi, je ne trahis pas sa parole, sa pensée. Hein. Il le dit. Il le dit que, de toute façon, être un bon musulman, c'est être en guerre, c'est être un djihadiste. Donc... Vous savez, moi je dis au peuple, détendez-vous. Bien sûr qu'il vous provoque, bien sûr que la parole d'Éric Zemmour est là pour que dans les quartiers, des jeunes se radicalisent. C'est fait pour ça. Hein. Mais ne vous laissez pas prendre au jeu de la colère. Hein. C'est un piège. Il faut rire. Mais ça devient de plus en plus difficile. Hein. Moi je vais en taule, hein. Donc je rigole, mais il faut prendre sur soi quand même. Hein. C'est un exercice. Mais par rapport, vous savez, à tous ceux qui avant nous ont patiemment porté cette croix du Christ pour les chrétiens, mais pour un homme noir, c'était l'esclavage, pour un Indien d'Amérique, ça a été l'extermination, la vraie, la seule, hein, l'extermination radicale des Indiens, le peuple a entièrement disparu. Et puis, on doit être patient parce que l'humanité, c'est nous aussi, malgré ce que les autres en disent, hein, on en fait partie, hein. Donc, on va se revoir, les amis. Hein. On va se revoir. Je suis... avant que je parte en tôt, là. Hein. Et puis, finalement, comme dirait mon directeur de la publication, vous savez. Ah. Allez. Parce que faut que je regarde le droit, là, parce que... à un moment donné...